Top. Bonjour, je suis François Janton, professeur à l'université Grenoble-Alpes et je vous parle dans le cadre de l'Université populaire européenne de Grenoble. Mon sujet est le traité d'Aix-la-Chapelle, signé le 22 janvier 2019 par la France et l'Allemagne, par Emmanuel Macron et Angela Merkel, et la réaction populiste à ce traité. Je traiterai 3 points. Premièrement, le traité et cette réaction populiste. Deuxièmement, je traiterai une question, c'est comment va la France, comment vont les Français. Et le troisième et dernier point, comment va la relation entre la France et l'Allemagne, ce qu'on appelle parfois le moteur ou le couple franco-allemand. Alors, premièrement, je vais parler, mais ce n'est pas moi qui parle, mais le populisme. Françaises, Français, votre pays vient d'avoir le coup de grâce. Il rend l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Vos enfants seront obligés de parler et d'écrire l'allemand. Vos fonctionnaires seront obligés de parler et d'écrire l'allemand. Leurs supérieurs seront des fonctionnaires allemands. Votez aux prochaines élections pour des partis nationaux, pour une Europe des peuples libres et de nations libres. Voilà. Donc je ne veux pas m'arrêter ici sur ces affirmations qui sont totalement absurdes et qui d'ailleurs n'ont pas été répétées très longtemps par les populistes. Ils sont passés depuis à d'autres allégations tout aussi absurdes et tout aussi mensongères. Parlons du traité. Alors d'abord, nous constatons que ce traité, 22 janvier, il est dans la ligne du traité de l'Élysée du 22 janvier 1963. Donc il approfondit cette œuvre entreprise il y a bien plus de 50 ans. Et qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Alors je ne pourrais pas dire toutes les nouveautés, c'est un texte assez riche, assez long. Il a d'abord un très long préambule, et dans ce préambule, il y a une idée neuve, je crois qu'elle est chère au président Macron, qui est l'idée d'une Union européenne souveraine. Deuxièmement, dans cette lignée d'ailleurs, le texte institue un conseil de sécurité franco-allemand, donc une politique de défense franco-allemande, mais sans arrêt, le texte rappelle que tout cela est ouvert à tous les pays membres de l'Union européenne. Deuxièmement, une extension, un approfondissement, une intensification du travail de politique de développement en direction de l'Afrique. Alors ici, on pense bien sûr à la crise migratoire, et on pense peut-être aussi à la concurrence avec la politique assez agressive de la Chine en Afrique. Troisièmement, la France s'engage à soutenir la demande allemande que l'Allemagne soit admise au Conseil de sécurité de l'ONU, mais en aucun cas la France ne renonce à son siège. Quatrièmement, il s'agit de la politique transfrontalière, donc il s'agit d'intensifier, de faciliter la collaboration, les synergies, comme on dit parfois, dans ces régions, ce qui profite d'ailleurs à la population, puisque beaucoup de Français vont travailler en Allemagne, un peu moins d'Allemands vont travailler en France, même beaucoup moins d'Allemands, et les Allemands et les Français vont travailler d'ailleurs en Suisse. Donc faciliter la coopération dans tous ces domaines, les régions ne peuvent qu'en profiter. Et puis, dernier point, l'enseignement des langues, c'est-à-dire l'enseignement de l'allemand en France et l'enseignement du français en Allemagne, qui doivent être favorisés. Je rappelle, c'est peut-être pas tout à fait inutile, que l'enseignement de l'allemand en France est en chute totale, et que l'enseignement du français en Allemagne est en net recul, au profit de l'espagnol, parce que de toute façon, l'anglais, tous les jeunes Allemands l'apprennent. Alors, que dire de ce que disent les populistes? Eh bien, je rappellerai peut-être une pièce de théâtre bien de chez nous, Knock ou le triomphe de la médecine de Jules Romain en 1923. 1923, c'est l'année du putsch de Hitler à Munich, et c'est un an après la marche sur Rome de Mussolini que Hitler admirait beaucoup. C'est-à-dire, c'est à une époque où les démocraties sur lesquelles on avait parié au sortir de la Première Guerre mondiale, en créant un peu partout, sont en train de tomber les unes après les autres. Alors quel est le problème de Knock? C'est d'exercer sa dictature. Alors comment faire? Il faut convaincre les gens qu'ils vont très très mal. Et une fois ce but atteint, le deuxième s'impose assez facilement, ça est atteint assez facilement, il n'y a qu'une seule médecine, il n'y a qu'un seul recours, moi, le démagogue, le dictateur, le populiste. Alors, regardons la question, et posons-nous la question de savoir si la France va si mal. Si nous prenons la population totale de la France, nous constatons que le taux de pauvreté y est l'un des plus bas d'Europe. Il est bas. Alors bien sûr, c'est un taux relatif, nous reviendrons là-dessus. Mais enfin, la pauvreté en France, c'est un phénomène qui est moins grave que dans à peu près tous les autres pays européens, sauf quelques pays scandinaves. Si nous prenons un secteur particulier de la population qui a été très actif dans la rue récemment, le secteur des retraités, eh bien les retraités français
ce sont les moins mal lotis du monde, quasiment. Il n'y a qu'un seul pays où ils sont un peu mieux lotis, c'est le Danemark. Mentionnons aussi d'autres choses qui sont positives en France. Un réseau de transport en commun dense et qui fonctionne bien, et qui est rapide, quand il n'y a pas de grève générale. Et en plus, une politique sociale des transports en commun. Si par exemple je suis travailleur et je me rends en transport en commun à mon travail, mon employeur me rembourse 50% de mon abonnement. Ça n'existe pas dans les autres pays. Les Allemands et les Britanniques seraient heureux d'avoir ce soutien. Un réseau de routes, et de bonnes routes, le plus dense du monde. C'est pour ça que la France attire des touristes en particulier. C'est pour ça que le Tour de France a autant de succès, par exemple, médiatique. Les films tournés sur le Tour de France. Ensuite, le système éducatif et le système de santé qui sont gratuits et qui fonctionnent encore. Alors, il y a parfois des problèmes. Je reviendrai sur le système éducatif, mais dans beaucoup de pays du monde, on aimerait avoir ce système. Il n'est que de penser aux États-Unis, mais je crois que nous pourrions citer, par exemple, toute l'Europe de l'Est et peut-être même l'Europe du Centre. Alors, bien sûr, nous avons des problèmes spécifiques français. Ils existent, ils sont là. Le centralisme. Par exemple, lorsque les collectivités territoriales, les régions demandent des crédits à l'Europe, elles les obtiennent. L'Union européenne trouve que les dossiers sont bien montés et accorde ces crédits, mais ils n'arrivent jamais parce que ça doit passer par Paris. Donc le chemin administratif est si long que les crédits se perdent. Ou bien, le taux de chômage, il est trop élevé. Alors là, à nouveau, on pourrait citer des choses favorables à la France. Par exemple, la France a une natalité supérieure à celle des autres pays, donc il y a plus de jeunes sur le marché du travail. Donc c'est plutôt bon signe si les gens n'ont pas peur d'avoir des enfants. Et puis il y a aussi, c'est pas un problème, mais il y a la réalité de l'indemnisation du chômage. Elle est bonne en France, elle est supérieure en France. Il est question de la réduire. Mais comparée à l'Allemagne et surtout à l'Angleterre, elle est nettement plus favorable aux chômeurs. Ce qui fait que certains chômeurs, certainement pas la majorité, sont peut-être moins incités à vite trouver un emploi. Rappelons qu'en Angleterre, être au chômage, c'est être plongé dans la misère, on n'a plus droit qu'à quelques dizaines d'euros ou de livres, et donc on cherche un travail à tout prix, y compris si c'est un travail qui nous fait dormir dans notre voiture, et pas parce que nous n'avons pas assez d'argent pour avoir un appartement ou une maison. Pareil aux États-Unis d'ailleurs. Voilà, d'autres problèmes spécifiquement français dans l'Europe, ou peut-être pas tout à fait spécifiquement, c'est la désindustrialisation qui est due à une politique néolibérale certainement. Donc ça c'est un problème français. Et puis moi je nommerais surtout les salaires qui sont trop bas. Nous avons le SMIC, donc ça nous pouvons en être fiers, puisqu'il n'y en avait pas en Allemagne il y a encore quelques temps, maintenant il y en a un. Mais beaucoup trop de gens sont payés au SMIC ou un tout petit peu au-dessus. Alors dans un secteur que je connais bien, on commence sa carrière un peu au-dessus du SMIC, c'est le secteur de l'enseignement, c'est-à-dire que les instituteurs français et les professeurs de collège et de lycée français, eh bien, ils ont des salaires qui sont la moitié, je dis bien 50% des salaires des professeurs allemands. Donc il ne faut pas s'étonner si ce métier-là n'attire pas obligatoirement les meilleurs étudiants, et d'ailleurs n'attire pas d'étudiants dans l'ensemble. Il est très difficile de recruter. Voilà. On pourra parler aussi d'un ratage de l'urbanisme dans certains secteurs, et qui fait qu'il y a une criminalité un peu plus importante en France qu'en Allemagne ou qu'en Grande-Bretagne, par exemple. Mais tout de même, restons réalistes, nettement, mais très 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 nettement inférieure à ce qu'elle est aux États-Unis, en Russie, et je ne parle pas du Mexique. Donc au total, un pays riche qui a ses problèmes spécifiques, et qui, à lui seul, ne peut pas aborder les grands problèmes de notre époque. Le commerce international, la transition énergétique, le changement climatique et la défense de l'Europe. La France, à elle seule, ne peut pas assurer la défense de l'Europe, qui pose de plus en plus un problème avec la politique américaine. Donc j'aborde là mon troisième point, où en est le couple franco-allemand, le moteur franco-allemand dans l'Union européenne. Alors, ce moteur, en ce moment, il est en crise, il donne des ratés, comme toujours. Et nous avons eu le 5 mars toute une série de propositions de réforme d'Emmanuel Macron, que je ne veux pas répéter ici, ce serait beaucoup trop long. Il y a eu des réactions très positives de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, des réactions mesurément positives du SPD, donc le Parti social-démocrate qui est associé au gouvernement en ce moment en République fédérale d'Allemagne, et puis une réaction froide
Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK, la nouvelle présidente fédérale de l'Union chrétienne-démocrate, donc le grand parti de la coalition actuellement au pouvoir, qui fait quand même des propositions, hein, par exemple un porte-avions européen. Bon. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va s'asseoir à la table des négociations, et je pense, mais je n'en suis pas sûr bien sûr, qu'on arrivera comme toujours à un compromis qui fera avancer les choses en Europe. Mais ça, je n'en suis pas sûr. En revanche, il y a une chose dont je suis sûr. Si nous avons des problèmes, et s'il faut résoudre des problèmes, il vaut mieux faire confiance à des femmes et des hommes politiques responsables, démocratiques, et surtout pas confier son sort à des charlatans.